Bonjour, nous sommes le vendredi 4 septembre, nouvelle édition du journal de la rédaction de TV Fil, journal d'information locale. Voici les principaux titres. La FSU des Yvelines, syndicat enseignant, a aussi fait sa rentrée. C'était hier à Mantes-la-Jolie au cours d'une conférence de presse pour pointer les difficultés rencontrées et les changements qui sont attendus. Les 6 et 13 décembre prochains, les électeurs votent pour renouveler les conseillers régionaux en Ile-de-France. Claude Barthelone entend conserver la région à gauche, mais la lutte sera difficile face notamment à Valérie Pécresse pour les Républicains. Nous en parlerons sur ce plateau avec Benoît Hamon, député numéro 2 pour cette élection dans les Yvelines. Et puis, comme chaque vendredi, l'essentiel de la semaine, rentrée des classes ou encore mobilisation des agriculteurs au cœur de l'actualité. L'invité de ce vendredi, c'est donc Benoît Hamon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, député PS des Yvelines, conseiller municipal de Trappes et candidat au régional en Ile-de-France. On va parler de votre actualité, de l'actualité yvelinoise également au cours de la prochaine demi-heure. Tout d'abord, une question. Hier, dans les colonnes de l'Humanité, vous avez annoncé la création d'un mouvement pour cet automne. Est-ce que vous confirmez? Et est-ce que ce mouvement va s'inscrire aussi dans la mouvance du Parti socialiste? Bon, c'est un peu différent, c'est pas un parti politique. C'est un mouvement, voilà, c'est pour moi être bien précis. je n'en suis pas à l'origine d'ailleurs, notamment un parlementaire, M. Pourri Amir Chahi, qui avait travaillé à cette idée-là, qui était de faire en sorte aujourd'hui que ceux qui s'engagent sur le terrain dans des formes de solidarité comme dans l'entrepreneuriat social, dans les sites d'économie collaborative, de crowdfunding, dans l'innovation pédagogique, dans les monnaies locales, qui s'engagent dans des solidarités quand ils se politisent, dit-il, se politise sans les socialistes, et même très souvent contre les socialistes. Et c'est intéressant de voir que personne ne propose que toutes ces initiatives, d'une manière ou d'une autre, convergent pour essayer, ça me prendra du temps, incontestablement, de dessiner un horizon en termes d'intérêt général et de solidarité. C'est l'objectif de ce mouvement. Pour être bien clair, ce mouvement sera à l'intérieur du Parti socialiste. Non, c'est C'est à complètement part, extérieur, c'est quelque chose de différent. qui est complètement différent, qui est même beaucoup plus horizontal, qui sera très innovant dans ses formes d'organisation, qui ne se réclamera d'aucun parti, Mais vous ne quittez d'aucune pas le Parti chapelle. socialiste. Non. Mais j'ai beaucoup d'intérêt pour la création de ce mouvement, parce que je pense qu'on a besoin de régénérer nos repères, nos codes, tant on voit aujourd'hui que pour les Français, le clivage droite-gauche veut plus dire grand-chose. Et ça, c'est pas incompatible avec une candidature pour les régionales sous l'étiquette du Parti socialiste, parce qu'on l'imagine, ce mouvement fait aussi, d'une certaine manière, suite à vos prises de position à la gauche de la gauche, pour simplifier. Mais l'objectif, ce sera pas mon mouvement, vraiment, Vous je en vais ferez insister partie. là-dessus. Mais je sais pas s'il y aura des adhésions. L'objectif, c'est que... C'est un groupe de réflexion, alors. Non, mais on recherche aujourd'hui des formes inspirées de ce qui se passe dans beaucoup de pays occidentaux, je dis bien occidentaux, aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, en Grèce et en Amérique latine, de formes d'organisation qui permettent les échanges qu'on trouve plus aujourd'hui en démocratie, où quand un politique organise une réunion, il est là pour faire la leçon, rarement écouté et jamais mis sur le même pied d'égalité que son auditoire. Bon, moi, j'aspire à des formes aujourd'hui plus aérées, plus oxygénées de démocratie. Et ce mouvement-là peut être une de ces formes demain. On en revient à ces différentes déclarations de ces derniers jours. Vous avez aussi évoqué l'idée d'une candidature à la primaire de 2017 à gauche. Vous y pensez souvent? Non, bon, il y a quand même un premier conditionnel qui est qu'il y ait une primaire à gauche. Ce qui n'est pas sûr pour l'instant. Non, moi je milite depuis longtemps pour que cette innovation démocratique dont nous sommes à l'origine, qui est reprise aujourd'hui par les Républicains, qui va donner lieu, j'espère, à une belle confrontation démocratique, pas une bataille de chiffonniers. Je crois qu'il y a quelques personnalités qui sont parfaitement capables de mener un débat intéressant du côté des Républicains. Je pense qu'à gauche, cette innovation démocratique, elle doit continuer à vivre. Et dans l'hypothèse où il y aurait des primaires de gauche, j'ai dit que je n'excluais pas ce choix, ce qui ne veut pas dire que j'ai décidé d'y aller, mais que je considère aujourd'hui, pour l'entendre autour de moi, qu'il y a une parole aujourd'hui, une parole de gauche qui continue à croire à l'importance de la lutte contre les inégalités, la pauvreté aussi qu'on constate. Juste, vous avez dit s'il y a une primaire, ça veut dire qu'il y a quand même une forte probabilité pour qu'il n'y ait pas de primaire? Je pense qu'il
il y a une hypothèse qu'il n'y en ait pas. Et dans ces cas-là, les choses seront différentes. Moi, ma préférence va, je vous le dis, à ce qu'on répète l'exercice des primaires. Mais s'il n'y a pas de primaire, si François Hollande se représente à nouveau, eh ben, il ce sera, serait du coup la logique. Vous le soutenez, il sera le candidat de la gauche. candidat C'est de toute la naturellement gauche. des socialistes. Donc votre candidat aussi. Ah bah, de fait, s'il est le candidat de la gauche, il sera mon candidat, oui. Très bien. Éducation à présent, puisque nous allons passer à l'actualité du jour dans les Yvelines, avant de revenir tout à l'heure sur les régionales avec vous. Et cette rentrée du syndicat enseignant FSU, conférence de presse depuis Mantes-la-Jolie jeudi soir, donc hier, à la FSU des Yvelines qui est mobilisée, notamment contre la réforme des collèges. Les explications de Fanny Bourdillon et de William L. C'est à Mantes-la-Ville que la Fédération de syndicats FSU a inauguré sa nouvelle permanence ce 2 septembre. 4 syndicats et une vingtaine d'éducateurs se sont rassemblés pour une rencontre avec la presse. Dans leur viseur en cette rentrée, la réforme des collèges et les rythmes scolaires. Sur Trappes, nous vivons notre 3e année de nouveaux rythmes scolaires et force est de constater que le résultat n'est vraiment pas à la hauteur des ambitions qui avaient été affichées au départ, puisque les parents d'élèves et les élèves perdent les études surveillées et que les nappes qui devaient être une ouverture sur le monde se réduisent de plus en plus à de simples garderies à peine améliorées. Les syndicats fustigent des réformes qui ne seraient pas adaptées au terrain. L'autonomie des établissements, la transdisciplinarité, mais aussi l'accompagnement personnalisé. Alors l'accompagnement personnalisé, je pense que c'est la grande fumisterie du siècle, puisque les parents d'élèves, au moment de la réforme du lycée, on leur a vendu la réforme en leur expliquant qu'on allait accompagner individuellement chacun de leurs enfants. On leur a dit qu'on leur donnerait 2 heures à chaque élève. Au moment des dotations, c'est 2 heures par classe. Il suffit de faire les calculs, 35 élèves par classe, 2 heures par classe, c'est pas 2 heures par élève. Si on voulait vraiment faire les choses correctement, c'est pas 2, mais 8 heures par classe qu'il faudrait. Au cours de cette conférence de presse, les syndicats enseignants ont aussi abordé les questions qui font l'actualité de cette rentrée, les migrants, le chômage et l'Europe. Benoît Hamon, vous avez été ministre de l'Éducation et surtout aujourd'hui vous êtes conseiller municipal à Trappes. Trappes qui est mis directement en cause à travers la parole de la FSU autour des temps d'activité périscolaire. Vous souhaitiez réagir? Oui, je souhaite réagir parce que, surtout de la part d'un instituteur, c'est pas correct de dire des choses qui ne sont pas exactes. La première d'entre elles, c'est de rappeler qu'il revient et que c'est la responsabilité de l'éducation nationale et pas des mairies que d'organiser l'aide aux devoirs et l'étude, et notamment l'étude surveillée. Et qu'en l'occurrence, des engagements ont été pris pour que l'éducation nationale, sur la base du volontariat des professeurs, avec un paiement de ces heures supplémentaires qui sera effectué, ces devoirs soient réalisés, cette aide individuelle aux devoirs soit faite. C'est inscrit et ce sera préparé pour l'année prochaine. De surcroît, j'aimerais que cet instituteur rappelle qu'à Trappes comme ailleurs, on a constaté quoi? Que grâce aux nouveaux rythmes éducatifs qui sont organisés, et dont je rappelle que le but, c'était pas d'organiser des activités périscolaires, ça vient après, mais c'était de faire en sorte qu'on puisse avoir une matinée de plus pour apprendre le français et les mathématiques. On est en avance dans la plupart des écoles sur les programmes. C'est-à-dire qu'on a eu du temps supplémentaire pour revoir. Oui, ce côté-là a marché, mais sur l'organisation du temps après les cours, ça a été plus compliqué. À Trappes, il y a eu beaucoup d'opposition, de contestation, vous le savez bien. Si vous êtes parent d'élèves, qu'attendez-vous de l'école? Sinon que, à la fin du primaire, en CM2, votre enfant sache parler, écrire correctement et lire correctement le français et maîtrise les apprentissages fondamentaux mathématiques. C'est ce que vous attendez pour qu'ensuite, au collège, il soit en capacité de réussir son collège puis son lycée. Or, aujourd'hui, l'école rencontre des difficultés dans les apprentissages fondamentaux, d'où la réforme des rythmes éducatifs, d'où les nouveaux programmes, et c'est ce qui donnera des résultats. Et je demande aux parents comme moi-même, je suis parent d'élèves, je le vois sur mes propres enfants, on ne voit pas les effets d'une année sur l'autre, mais incontestablement, dès les 2 premières années, on a constaté quoi? Que les professeurs étaient en avance sur les programmes, ce qui leur a permis de mieux travailler ou de mieux peaufiner les apprentissages fondamentaux. Donc moi, je crois que sur le plan de la classe, c'est mieux. Après, incontestablement, l'organisation des activités périscolaires, elle suppose de l'ajustement. Trappes, c'est 200 intervenants. Mais c'est la 3e année, c'est la 3e année que c'est en place. 200 intervenants, mais vous imaginez ce que c'est, 200 intervenants qui, pour les uns, interviennent que 2 heures là, puis ensuite 2 heures ailleurs. Donc c'est une organisation considérable qui suppose donc de s'ajuster, et c'est ce que font toutes les communes. Pour celles qui en organisent, par exemple à Elancourt, vous n'avez pas de contenu. Vous avez, à Trappes, vous pouvez avoir toute une série d'activités. Alors je comprends que les instituteurs
qui ne sont plus là au moment où il y a les activités périscolaires considèrent qu'elles sont pas bonnes. Bon, en tout cas, cet instituteur-là, la réalité, représentant d'un syndicat tout de même. Hein. Oui, voilà. mais moi j'entends, j'ai nom. respecté les syndicats. Moi, je les ai toujours associés aux choix politiques que je faisais, y compris aux réformes des rythmes scolaires. Et je me souviens que s'il y avait des réserves du côté du syndicat FSU et notamment de son syndicat dans le premier degré, il y avait aussi la reconnaissance que, pour l'essentiel, sur le contenu de ce qui se passe en classe, il y a du mieux à réformer les rythmes éducatifs. Donc, très brièvement sur les réformes. Il y a de la variété dans les syndicats aussi, il y a des tendances. Il y a des tendances, et ça vous le savez bien au Parti Socialiste, forcément. Donc c'est l'expert qui vous parle. Sur les réformes justement, et très brièvement pour qu'on ait quand même du temps pour parler des régionales juste après, sur la réforme des collèges qui a été lancée, imaginée ensuite par celle qui vous a succédé au ministère de l'Éducation, c'est Najat Vallaud-Belkacem. Vous en pensez quoi? C'est une bonne ou une mauvaise chose cette réforme des collèges qui déclenche pas mal de contestations? Elle devrait se mettre en application en septembre 2016. Elle se mettra en application en septembre 2016. Elle prévoit quoi? D'abord que les établissements aient plus d'autonomie pédagogique, avec 20% du temps qui pourra être pensé en fonction de ce que sont les besoins d'un collège au regard des besoins des élèves, du territoire. Ça va donc donner une forme de respiration pédagogique qui n'existait pas auparavant. Ensuite, on a fait en sorte que, pour ce qui est de l'apprentissage de la deuxième langue, pour ce qui est de l'apprentissage du latin et du grec, on ne réserve pas ces options finalement à ceux qui sont issus des familles qui ont les codes de la réussite, c'est-à-dire qui savent quelle option il faut prendre pour être ensuite dans le bon établissement qui ensuite préparera au bon lycée, etc. Et on sait quelles sont les familles qui ont les codes de la réussite scolaire, mais permettre donc à tous les enfants de pouvoir disposer d'une deuxième langue et de l'apprendre plus tôt qu'auparavant, et puis d'avoir, outre des connaissances sur les fondations des grandes civilisations antiques, mais également un apprentissage du grec, du latin. Donc c'est une bonne réforme. Oui, je pense que c'est une réforme qui... Il n'y a pas d'ajustement à faire. Mais il y a toujours des discussions à avoir. Et moi, je pense que quand les syndicats vous disent ça ne va pas, il faut toujours les écouter et pas, par définition, considérer que les syndicats ont tort. Mais j'entends désormais qu'à droite, on considère que les syndicats de l'éducation nationale ont raison. C'est nouveau, mais moi, je ne leur donne pas tort parce qu'ils protestent. Parce que je crois qu'il y a des remarques qu'il faut entendre. Après tout, les professeurs, ce sont eux qui sont dans les salles de classe. Ce sont eux qui font face chaque année à des classes de 25, 30, voire même plus de 30 élèves. Et en collège, je vous prie de croire que c'est difficile. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il faut les soutenir. C'est une des raisons pour lesquelles aussi, moi, j'ai proposé que pour ce qui concerne les instituteurs du primaire, donc les professeurs des écoles au primaire, la prime de 400 € par an qu'ils ont pour accompagner individuellement les élèves, puisqu'on leur demande beaucoup à ces instituteurs, eh bien, elle soit portée à 1 200 € par an, c'est-à-dire le montant de la prime que perçoivent leurs collègues du second degré, parce que la prime pour la même tâche est de 1 200 € dans le second degré et elle n'est que de 400 € dans le premier degré. Voilà une mesure qui pourrait en tout cas utilement soutenir les professeurs du premier degré au moment où on leur demande beaucoup, et j'espère que le gouvernement reprendra cette proposition dans le prochain budget. En tout cas, comptez sur moi pour la défendre. Les régionales, à présent, avant de vous écouter sur cette campagne, petit rappel pratique, vous pouvez encore vous inscrire sur les listes électorales. Le reportage à suivre est signé William L. Il reste 3 mois avant le premier tour de l'élection régionale, mais il n'en reste qu'un pour s'inscrire sur les listes électorales. Cette année, grâce à l'adoption d'une loi par le Parlement, les citoyens ont jusqu'au 30 septembre pour s'inscrire en mairie. Alors, il faut apporter une pièce d'identité, carte d'identité ou passeport en cours de validité, et un justificatif de domicile à votre nom daté de moins de 3 mois. Autre solution plus simple et plus rapide, l'inscription par Internet. Le ministère de l'Intérieur propose une plateforme spéciale permettant l'inscription en ligne. Pour cela, il suffit de se connecter sur le site Mon Service Public, puis cliquer sur l'onglet Téléservices et compléter le formulaire. Ça arrive directement chez nous et on reçoit sa carte électorale comme pour n'importe quelle inscription. Donc pour cette année, ce sera début décembre. Le jour du vote, il n'est pas nécessaire de présenter sa carte électorale, une pièce d'identité suffit. C'est un droit, c'est un devoir et on ne peut pas laisser la responsabilité aux autres des décisions politiques. Il faut s'investir au moins en allant voter. Sur la commune de Montigny, 24 576 électeurs sont déjà inscrits sur les listes. Pour la Verrière, ce sont plus de 3 000 personnes, un chiffre qui reste stable comparé aux élections départementales.
Benoît Hamon, candidat PS derrière Claude Barthelone, qui est aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale. Vous êtes numéro 2 dans les Yvelines. Pourquoi cette candidature au régional, alors que je vais tout de même rappeler que vous avez démissionné de ce conseil régional. Vous avez été élu lors de la précédente mandature, c'était en 2010. Octobre 2014, vous respectez la loi de cumul des mandats, puisque vous êtes député. Vous avez aussi été ministre d'ailleurs. Et là, vous revenez pour la région ? Écoutez, il y a un gros enjeu à ce que la région ne bascule pas du côté de Mme Pécresse. Regardez les propositions qu'elle faisait sur le lycée, par exemple. On va y venir sur le lycée. Mais je prends cela et je pourrais prendre quelques autres exemples. Je crois qu'il y aurait un grand danger à ce que tous les efforts qui ont été mobilisés pour essayer de restaurer, et il y a encore énormément de travail, qualité de transport, rénover les infrastructures, avoir une Île-de-France qui soit pas juste une collectivité très éloignée des habitants, mais se préoccupe concrètement d'aspects très concrets de leur vie quotidienne, en matière de formation professionnelle, en matière d'éducation, en matière de soutien à la création d'entreprises. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de vieilles idées portées par Mme Pécresse, notamment sur l'organisation du lycée, le fait de donner de l'autonomie au lycée dans des proportions qui amèneraient naturellement les élèves qui ne choisissent pas leur lycée à se retrouver dans une grande inégalité d'un territoire à un autre. Je pense que voilà, pour moi c'est un combat important. L'objectif qu'a fixé Claude Barthelone autour de ce slogan « Une Île-de-France humaine » me semble être un objectif à la fois simple et extrêmement ambitieux tant il faut faire. Et pour ne prendre qu'un exemple, il y a des domaines dans lesquels il n'y a pas de compétences obligatoires. Je pense à la prise en charge de la petite enfance. Je pense aux réponses que nous devons faire comme collectivité publique aux mères célibataires. Une famille sur 4 en Île-de-France, c'est une famille monoparentale, et 85% d'entre elles, ce sont des femmes seules avec des enfants, qui ont un travail et qui souvent avec des horaires décalés, pas de solution. Et je pense qu'il faudra apporter des réponses et trouver. Et j'espère que, en tout cas, je suis certain que la campagne que nous allons faire en apportera. Alors, je suis dans un exercice difficile qui consiste à préparer le projet. Oui, parce que vous êtes en charge du projet. Ouais, et à ne pas pouvoir vous donner toutes les propositions, sauf à les rendre publiques avant que le candidat Claude Barthelone l'ait fait. Donc, ce projet, il est terminé ? Non, on y travaille encore. D'abord, il y a un exercice citoyen et participatif. On a sollicité beaucoup de réseaux, de têtes de réseaux, d'acteurs de la vie associative, culturelle, économique, entrepreneuriale, pour qu'ils remontent des demandes. Et on est pour l'instant dans cet exercice-là, même si... Et il sera finalisé quand ? Je pense que mi-octobre, vous aurez les grandes lignes du projet de Claude Barthelone, qui s'appuiera à la fois sur le bilan. Le pass Navigo est aujourd'hui à tarif par unique. Jean-Paul Luchon, effectivement, on n'a pas précisé que Jean-Paul Luchon... grand engagement réalisé, qui permet maintenant à chacun de pouvoir circuler beaucoup plus facilement et à des tarifs qui n'ont plus grand-chose à voir avec ce qui se passait dans le passé. On a eu un engagement extrêmement fort, combattu par Mme Pécresse et que nous avons mis en œuvre. J'espère qu'elle le gardera, en dépit du fait qu'elle l'ait combattu, si jamais elle devait être un jour présidente de la région, en tout cas qu'elle s'engage là-dessus. Mais bon, pour éviter les mauvaises surprises, il faut, à mon avis, je me battrai pour ça, non seulement poursuivre en matière de politique de transport ce que nous avions commencé, mais se donner une nouvelle énergie avec Claude Barthelone. Mais faire ce projet, justement, puisque vous êtes en charge du projet, c'est un exercice difficile parce qu'on imagine qu'il y a votre sensibilité dedans, vraiment à gauche de la gauche. Il ne faut pas froisser Manuel Valls, il ne faut pas froisser François Hollande, Emmanuel Macron aussi. Vous arrivez à tout conjuguer ? D'éventuels alliés aussi, les Verts, par exemple. Il y a eu un point de discorde tout de même déjà, c'est la création d'une écotaxe, par exemple. Elle est souhaitée par Claude Barthelone en Ile-de-France. Pour les poids lourds en transit. Les poids lourds, c'est-à-dire les poids lourds qui passent par chez nous. Mais Manuel Valls n'en veut pas. Oui, écoutez, Manuel Valls, il a une position. La région, elle n'est pas là pour être béni oui du gouvernement. Nous, on considère, par exemple, et Claude Barthelone l'a dit, la COP 21 qui va être organisée en Île-de-France, attention à ce que cette organisation ne provoque pas d'immenses embouteillages et qu'à force de parler... Parce que ce sera mauvais pour la popularité et ce sera mauvais pour se faire élire. Oui, et puis les voitures qui tournent au ralenti, c'est beaucoup plus polluant de surcroît, donc ce qui serait quand même... Mais c'est véritablement ça le problème ? Oui, non, mais c'est une manière aussi de dire et de pointer un certain nombre de difficultés. Écoutez, les Franciliens, pour certains d'entre eux, ça va bien. Pour d'autres, ça pourrait aller mieux si on les soulageait de tous ces petits poisons qui empoisonnent leur vie, par définition. Et il y en a beaucoup, et c'est la tâche d'une région que de le faire. Et on fera des propositions, vous le verrez, extrêmement concrètes et qui partiront non pas
du haut en essayant d'imaginer à 30 ans ou à 40 ans ce que sera l'Île-de-France. On y pensera. La transition écologique et énergétique fera partie de nos préoccupations. Elle sera même centrale dans toutes nos orientations. Mais nous partirons de ce qu'est la vie de nombreux franciliens qui pourraient vivre bien, vraiment bien, si on levait tous ces poisons qui, aujourd'hui, dans leur vie, les affectent, les entravent et font obstacle à une vie simple et heureuse. Vous ne pouvez pas dévoiler le programme, on l'a bien compris. Oui, il est encore en cours d'élaboration. d'élaboration. On aura l'occasion d'y revenir, mais juste sur avec un plan plaisir, je reviendrai pour très précis. Mais on imagine que tous les candidats seront ravis de venir sur ce plateau. Juste un point très précis, c'est sur les lycées, parce que c'est une compétence obligatoire de la région, sur la gestion des lycées. Vous avez évoqué Valérie Pécresse, justement. Elle a dévoilé quelques propositions, et puis elle a aussi organisé une petite campagne médiatique de pose de fausses premières pierres devant certains lycées, avec les différents représentants du parti Les Républicains, pour dénoncer des travaux qui n'ont jamais été engagés, malgré ce qui avait été dit par la région. C'est le cas du lycée des Sept-Mars, par exemple, sur Maurepas et Elancourt. On en voit les images avec les maires des communes d'Elancourt et de Maurepas qui ont participé à cette pose de premières pierres et de fausses premières pierres. Des travaux qui n'ont pas été menés par la région. Ça aussi, ça fait partie du bilan. Non mais si on en est à vouloir, y compris à Elancourt et Maurepas... C'est pas le seul établissement, il y en a plusieurs. Fabriquer des lycées qui auraient conduit à la destruction d'un autre lycée qui était défendu par... Mais là, ce sont des travaux de rénovation sur cet établissement qui n'ont pas été faits depuis 14 ans. Moi, j'ai été le visiter et je sais dans quel état il est. J'ai été voir les conditions d'études et j'ai rencontré le proviseur et son équipe, donc je connais bien la situation. Mais je voudrais rappeler que une des conséquences de la construction d'un nouveau lycée, ça aurait été la remise en cause de celui de la Plaine de Nauf, la Trappe, qui est un des lycées qui, dans toute la France, a les meilleurs résultats aujourd'hui au bac au regard des difficultés qui sont rencontrées. On pouvait tout de même rénover celui des Sept-Mars sans détruire celui de la Plaine de Nauf. Des moyens ont été débloqués pour rénover pour partie le lycée des Sept-Mars. Donc ce que dit Madame Pécresse est une parfaite imposture, comme sur beaucoup d'autres lycées. Et ce que je veux simplement dire, c'est que nous, l'éducation, on s'y est concentré. D'abord, j'ai pas participé ou appartenu à un gouvernement qui a supprimé 80 000 postes de professeurs, moi. J'en ai même créé quelques dizaines de milliers. Mais là, on a rétabli. Non mais là, vous reparlez du gouvernement. Là, moi, je parle de la région et des financements sur la région et les finances. Mais bien sûr que sur les investissements, jamais autant d'investissements pour les lycées n'ont été consentis. Ce que nous faisons aujourd'hui pour aider à la transition vers le numérique, pour fibrer tous les établissements, tout ça fait partie aujourd'hui du bilan de la région. Et nous irons encore plus loin, notamment sur ce qui est cette petite révolution qui amènera les salles de classe à évoluer considérablement avec l'irruption du numérique en équipement, mais surtout en ressources pédagogiques, parce que c'est un moyen aujourd'hui très utile pour lutter contre les inégalités, notamment les niveaux différents qu'on peut rencontrer dans certaines classes. Donc nous avancerons là-dessus. Ce que je regrette, je me demande à chaque fois pourquoi on s'oblige à raconter des histoires lors des campagnes électorales. Elle pourrait parfaitement défendre son projet. Moi, je ne le considère pas irrespectable parce elle appartient aux Républicains. Il est respectable et elle a son opinion, son avis. Mais c'est pas propre à ces derniers mois. Ça fait quand même plus d'un an que Valérie Pécresse, même avant, elle siège au Conseil régional dans l'opposition. Pourquoi fonder un discours politique sur un mensonge ? Et elle parle de ces problèmes de lycée. Moi, je dis pourquoi fonder un discours politique et une campagne électorale sur un mensonge, sinon parce qu'on va continuer à mentir derrière. Une dernière question, juste pour finir sur les régionales. Je l'ai rappelé tout à l'heure, vous aviez démissionné lorsque vous avez été élu député pour le cumul des mandats. Si vous êtes élu, vous faites quoi en décembre ? Je vais honorer mon mandat à la région. Je le fais pas pour la réalité. C'est qu'aujourd'hui, je veux m'impliquer sur la région parce que je crois aujourd'hui que c'est important. Je verrai. Je prendrai ma décision. Au moment de mon élection sur le mandat que j'abandonnerai. On arrête pour les régionales, on va revenir brièvement sur quelques-uns des sujets de l'actualité de la semaine à présent. Un sujet d'actualité locale à présent qui vous concerne aussi puisque dorénavant, pour accéder à l'île des loisirs à Saint-Quentin-en-Yvelines, il faudra payer pour tout le monde. 3 entrées gratuites seulement pour les Saint-Quentinois. Auparavant, c'était gratuit. Depuis le 1er septembre, les règles ont changé. Un petit rappel des faits. Le parking gratuit, c'est fini. Depuis le 1er septembre, l'accès en voiture à l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines est payant. Jusqu'à présent gratuit pour les Saint-Quentinois, ils devront maintenant s'acquitter de 4,20 € pour franchir les barrières de l'espace. Face à des contraintes budgétaires importantes, la volonté malgré tout de maintenir une offre de qualité et une extension de périmètre en prévision aussi. Donc la communauté d'agglomération se retrouve contrainte de revoir effectivement ses conditions de compensation.
Une tarification adaptée pour les Saint-Quentinois a tout de même été mise en place. Un pass facturé 20 € permettant 10 entrées dans l'espace. Malgré tout, certains habitants restent mécontents. C'est le cas de Joël Trubilt, élan-courtois, qui a mis en ligne une pétition pour abroger cette mesure. Parce que cette base de loisirs a été mise en place par la ville de Saint-Quentin, avec les impôts de la ville de Saint-Quentin, bon, avec des aides régionales et autres, mais l'assise du financement, c'était Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc naturellement, un poumon sur la ville, comme cette base qui est l'une des plus belles bases d'Île-de-France, ça paraissait normal qu'elle continue à rester ouverte à tous. Pour le moment, Joël a récolté un peu plus de 400 signatures et compte attendre la fin du mois pour la présenter à la direction. L'île de loisirs, quant à elle, entend renforcer ses activités et sa qualité de service tout en garantissant un accès privilégié aux Saint-Quentinois. Tarif préférentiel pour la base de loisirs, l'île des loisirs, plus de gratuité automatique. Moi, je regrette cette décision. Vous qui siégez aussi au conseil d'agglomération. Je regrette cette décision. C'est une décision qui, une fois de plus, de la communauté d'agglomération qui m'a fait payer les Saint-Quentinois. Je veux dire, ils vont payer sous la forme aujourd'hui d'une baisse des subventions à toutes les compagnies et équipements culturels, à l'exception du Prisme et du Théâtre National. Mais sur l'île des loisirs, il faut de l'argent. Cette base de loisirs coûte cher. Cette île des loisirs coûte cher. Elle n'en rapporte pas beaucoup. Et il y a de nouveaux Saint-Quentinois qui vont arriver aussi à partir du 1er janvier prochain. Oui, d'accord, mais si on l'investissement, il y a quand même une base d'investissement public et qui. Donc il aurait fallu la laisser. Moi, je pense que cette gratuité, elle était légitime. D'abord parce que tout le monde y va. Et tout le monde y va régulièrement. Et que là, je pense que je ne vois pas la priorité qu'il y avait à mettre finalement à faire payer les Saint-Quentinois. Je pense que c'est une mauvaise mesure. Mais si je devais rapprocher ça aussi de 200 000 € en moins pour la mission locale, vous vous rendez compte? Vous trouvez qu'aujourd'hui on peut se permettre de jouer avec les subventions sur la lutte contre le chômage? Vous n'êtes pas d'accord avec les choix qui ont été pris par la nouvelle majorité? La mission locale pour l'emploi, ce sont juste les jeunes qui cherchent de l'emploi. 200 000 € en moins. Voilà, vous pouvez dire, Monsieur Fourgous, 200 000 € en moins pour la mission locale pour l'emploi. Là, s'illustre une politique qui est une politique qui va aggraver le chômage. Un autre sujet d'actualité, ce sont les agriculteurs qui ont manifesté cette semaine. C'était jeudi, également hier. On va revoir quelques images. Les agriculteurs qui contestent les normes qui sont mises en place, trop strictes, qui souhaitent également de nouveaux crédits, une réflexion sur l'assouplissement des normes pour ces professions. Je le disais, et ça a été en partie obtenu par les annonces qui ont été faites par le gouvernement. Le gouvernement a bien réagi? C'est légitime. Honnêtement, les éleveurs de porc aujourd'hui est en situation de ne pas pouvoir vivre de ce qu'ils font, et Dieu sait que c'est un travail dur, hein, c'est pénible. À raison des prix qui sont pratiqués sur les marchés, des prix qui sont imposés par la grande distribution aux transformateurs et ensuite par les transformateurs aux éleveurs. Je pense qu'il fallait les aider, c'est légitime, c'est un mouvement qui, pour l'essentiel, elle a été non violent, et je m'en réjouis que... Ce qui a été proposé va dans le bon sens. Ce qui est proposé va dans le bon sens. Merci Benoît Hamon, candidat donc au régional numéro 2 dans les Yvelines. Derrière Sandrine Grandgrande. Derrière Sandrine Grandgrande qui n'est pas avec nous puisque pour des raisons d'agenda ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Quelques informations à vous donner avant de refermer ce journal. Les forums des associations qui débutent dès ce week-end. Plusieurs communes en organisent. À Elancourt, complexe de l'Europe de 9h à 17h. À Montigny, gymnase Coubertin, 9h-18h également. Et puis à Plaisir dès 10h au gymnase Hasler. Et puis du côté de Trappes, dans votre commune également, il y aura le forum des associations qui va se tenir. Reprise également pour nos confrères de Radio Sensation, toujours sur la même fréquence, 98.4 à partir de lundi. 6h10 le matin, l'agenda loisirs et le flash local qui revient à partir de 17h30 avec Nicolas Kirilovitz. Voilà, le journal lui revient lundi sur TV Fil aux mêmes horaires. Vous retrouverez dorénavant pour la présentation Florane Parfait. Je vous donne rendez-vous pour l'édition du vendredi qui reviendra largement sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. Et puis dans les prochains jours, je vous retrouverai aussi pour les reprises du 7-8 politique et du Café politique. La semaine prochaine, ce sera la rentrée sur TV Fil pour vos différents magazines sport, société, culture, loisirs avec Michael Elmidoro, Nouradine Agne, Sephora Namani et Mélanie Poquet. Je vous souhaite d'ici là un excellent week-end.